Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition en 3 parties avec dans un instant le JT des territoires que je vais vous présenter. Il est réalisé avec le réseau Via Télévision et les télés locales de France en participation et puis Territoire d'Info, l'invité en direct sur ce plateau tout à l'heure, c'est Benoît Hamon, c'est la tête de liste Génération aux Européennes qui sera notre invité politique ce matin. Enfin, Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire sénatoriale en 3e partie d'édition. Voilà, dans un instant, c'est le JT des territoires et on s'y retrouve tous ensemble dans un tout petit instant. Tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Il y a un mois, le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris s'embrasait sous les yeux éberlués des Parisiens et des touristes. Alors que l'enquête pour déterminer les causes de cet incendie est en cours, il y a quelques jours, une vingtaine de pompiers des Yvelines se sont vus remettre une médaille destinée à les récompenser pour leur participation à la lutte contre l'incendie et à leur courage aussi. Reportage de TV78 dans les Yvelines. Des sapeurs-pompiers yvelinois distingués pour leurs récentes actions, notamment pour avoir aidé à sauver le beffroi nord de Notre-Dame de Paris. Il y a quelques années, le conseil départemental des Yvelines avait fait l'acquisition de 2 bras élévateurs de 46 mètres de haut, une aide précieuse le 15 avril dernier dans la capitale. Dire notre fierté et dire aux Yvelinois, vous pouvez être fiers, votre argent a été bien utilisé, ça a coûté par Yvelinois 70 centimes d'euros. Vous voyez cet argent, heureusement qu'on l'a dépensé. 57 sapeurs-pompiers yvelinois ont reçu une médaille, c'est le cas de l'adjudant Steve Venot. Il est resté plus de 7 heures dans une nacelle pour lutter contre l'incendie de Notre-Dame de Paris. On a eu une action plus qu'efficace ce soir-là, donc on est assez fiers déjà d'avoir intervenu, parce que dans une carrière de pompier, je pense qu'on ne fera pas d'intervention majeure aussi importante assez souvent. On est fiers aussi d'avoir préservé cette structure, ce bâtiment. Au total, près de 4000 personnes au sein du service départemental d'incendie et de secours œuvrent au quotidien pour la sécurité des Yvelinois. Dans ce JT des territoires, le haut débit poursuit son installation dans les territoires avec cet exemple en Moselle où la décision a été prise de déployer un réseau en fibre optique jusqu'à l'abonné afin d'apporter le très haut débit dans tous les foyers du territoire. Désormais, les habitants de la plaque de Langat et celle d'Ismingue, soit près de 5000 logements, sont aujourd'hui éligibles au très haut débit. Un reportage de Claire Herzien de Via Mirabel, notre partenaire. Lorsqu'il pleut sur le territoire de Sarrebourg, personne ne sort. Tout le monde reste chez soi, connecté sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, et le réseau a forcément du mal à suivre. Mais depuis le lancement de la fibre et du haut débit, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Marie-Reine et Marc Niva. Le couple de retraités a accueilli chez lui le lancement officiel de la fibre, un outil indispensable au quotidien. Aujourd'hui, comme le gouvernement il a tout dématérialisé, c'est important d'avoir la fibre parce que pour n'importe quel papier, vous êtes obligé de le faire vous-même maintenant. Un service public que le département veut proposer à tous afin d'apporter de nouveaux usages comme l'aide à la personne, la vidéoprotection ou encore la pédagogie numérique. Objectif, donner l'accès à Internet à tous, en ville comme en zone rurale. Si on peut éviter la désertification de la Moselle, c'est aussi apporter ces services-là. C'est la petite enfance, c'est l'école, c'est le sport, c'est la culture, mais c'est aussi le service numérique. Je crois que c'est absolument indispensable. Les gens recherchent aujourd'hui la quiétude et la qualité de vie dans les villages, mais il faut qu'ils trouvent le service public. Et le numérique fait partie de ces services publics qui rendent attractives nos villes et en particulier nos villages de Moselle. Pour l'heure, un quart de la Moselle est déjà équipé. Sur le territoire de Sarrebourg, les communes concernées s'étendent de Langat à Hinsmain, en passant par Haut-Clocher, Torcheville ou encore Albestroff. Le reste de la Moselle sera bientôt équipé également. Les travaux devraient se terminer fin 2020. On part en Loire-Atlantique à présent, à Sautron, où chaque année plus de 1000 tonnes de pain invendus sont recyclées et deviennent de la chapelure pour une coopérative d'agroalimentaire. Une opération de lutte contre le gaspillage alliée à une mission de réinsertion, puisque les salariés sont tous en contrat aidé. Un reportage de notre partenaire sur place, Télé Nantes.
Esosa Iyama travaille dans cet atelier depuis plus d'1 an. Originaire du Niger, elle est actuellement en contrat aidé afin de se réinsérer professionnellement. Pendant 2 ans avant, je n'ai pas travaillé parce que mon niveau de français, je suis nigériane. Mon pays, je n'ai jamais parlé français. C'est à cause de ça avant, je n'ai pas travaillé. Oui, c'est très bien. Je suis un agent polyvalent. Je faisais plein de choses différentes ici. Ça me plaît beaucoup, oui. Comme elle, 31 personnes sont employées sur ce site et bénéficient du soutien de l'association Trajet, une organisation qui vise à les accompagner dans leur recherche d'emploi. On revient ici pour reprendre un rythme déjà, se lever tous les matins, venir travailler, déjà c'est pas à gagner pour tout le monde, reprendre des habitudes, reprendre confiance en soi. On voit que la remise au travail permet vraiment pour les personnes de les remobiliser, de les valoriser, ne serait-ce que dire à ses enfants je vais au travail ce matin, ça change tout, plutôt que quand on a été 2 ou 3 ans à la maison. Donc voilà, et c'est profiter de cette lancée-là pour essayer de capitaliser et puis de permettre d'accéder à l'emploi. En parallèle de cette mission de réinsertion, c'est aussi une opération anti-gaspillage. Plus de 1000 tonnes de pain invendus sont récoltées par une autre association, puis recyclées dans cet atelier. Nous avons 3 camionnettes qui tournent tous les jours sur l'agglomération nantaise, donc avec des bénévoles de l'association Pain contre la faim. Les équipes collectent le pain dans les boulangeries ou les grandes surfaces et apportent le pain à l'atelier ici de Sautron qui est traité par l'équipe de réinsertion. Le pain est ensuite trié, séché et broyé par les employés avant de devenir une chapelure revendue à une entreprise d'agroalimentaire. La réforme du bac maintenant, adapter le lycée aux exigences de la société de demain, c'est tout l'enjeu de cette réforme. Elle est prévue pour 2021, vous le savez, et voulue par le gouvernement. À Marseille, les élèves de seconde du lycée Diderot commencent à réfléchir aux enseignements proposés, des enseignements qu'ils devront choisir eux-mêmes dès la première. Un reportage d'Azur TV, notre partenaire dans le Sud-Est. Regardez. Ces élèves de seconde ne connaîtront pas les filières L, S ou ES qui bientôt appartiendront au passé. La réforme du bac 2021 prévoit désormais un tronc commun où chaque élève choisira des enseignements de spécialité en fonction de ses envies et affinités. Ce matin, la professeure principale de cette classe de seconde du lycée Diderot de Marseille avait la lourde tâche d'expliquer aux élèves les propositions de portail qu'ils pourront choisir. Si vous choisissez les arts, ça serait plutôt portail 1. Si vous serez plutôt tout ce qui est langue, français, anglais, italien, c'est plutôt le portail 2 et tout ce qui est technologique, c'est le portail 3. Pour moi déjà, ce serait plutôt le portail 3, vu que je suis intéressé par les sciences. Mais avant de choisir définitivement un portail, les professeurs vont tenter de cerner le profil de chacun des élèves pour les orienter au mieux, en fonction aussi de leurs capacités. Nous, pour l'instant, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet à l'élève de pouvoir dire moi j'aime bien les maths, j'aime bien l'histoire géo, je vais prendre plutôt des enseignements de spécialité là-dessus parce que ça me concerne plus. Donc dans cette idée, théoriquement c'est bien. Après, moi je pense que c'est plutôt les élèves qui pourront nous dire leur ressenti, comment ils le vivent. Alors c'est sûr que c'est nouveau pour eux, donc il faut enlever un petit peu les habitudes, ce qu'ils connaissaient par les frères et sœurs, des premières spécifiques. Et donc, je pense qu'il va falloir peut-être attendre l'année prochaine pour voir un petit peu ce qu'il en est, parce que c'est vrai que là, comme toute chose nouvelle, c'est un peu déstabilisant au début. L'inspecteur d'académie Dominique Beck est venu expliquer les enjeux de la réforme du lycée aux élèves. Une réforme qui doit permettre une meilleure adéquation entre leur parcours au lycée et l'enseignement supérieur. Comme toutes les réformes, il va falloir quelques années avant que cela s'installe, y compris dans la perception qu'en ont les parents. Parce qu'un des enjeux de cette évolution, c'est que les jeunes, avec leurs parents, réfléchissent, construisent, accompagnés par nos enseignants. L'Académie d'Aix-Marseille assure par ailleurs que les élèves auront bel et bien le choix et que tous les lycées de l'Académie proposeront au moins 10 disciplines de spécialité. On part maintenant en Occitanie, sur le marché de la place aux herbes d'Uzès. C'est un jour un peu spécial pour les habitants aujourd'hui. Les premiers CESU sont dépensés. La monnaie locale de l'Uzès est officiellement mise en circulation. La CESU est née du verlan d'Uzès. Pour ce qui est de la conversion, le calcul est simple. Une CESU correspond à 1 euro. En ce jour de lancement, vous allez voir, plus d'un millier de CESU sont convertis. Une cinquantaine de consommateurs ont opté pour ce nouveau mode de paiement. Côté commerçant, la monnaie est acceptée chez une trentaine de prestataires répartis sur l'ensemble du bassin d'Uzès. Un reportage de Laurie Chamerla pour Via Occitanie, notre partenaire sur place. 27,93.
Quand il fait ses provisions sur le marché d'Uzès, Jean ne paie pas en euros. Alors je viens de payer en CESU, la nouvelle monnaie locale sur Uzès et alentour. C'est une monnaie qui est destinée à soutenir les projets locaux et à faire vivre les producteurs du coin. Pour que l'argent qui est généré par ma production reste aussi dans le local et qu'il y ait un échange local. Voilà. Comme Didier le maraîcher, ils sont une trentaine de prestataires à accepter ce mode de paiement, et ce sur tout le bassin de l'Uzège. Cette monnaie doit circuler sur notre bassin de vie, sur notre territoire où nous sommes acteurs au quotidien. Mais on veut recréer du lien et on veut faire, on espère, une prise de conscience aussi avec cet outil entre le citoyen, le consommateur et le prestataire, le producteur. Né du verlan d'Uzès, les CESU, ce sont ces billets colorés. La conversion est simple, une CESU correspond à 1 euro. 3, 4, 5 et voilà 20 euros pour vous, madame. Et dès sa sortie en avril, c'est une cinquantaine de consommateurs qui ont opté pour cette monnaie locale. Il nous a semblé que pour promouvoir l'économie locale, avoir une monnaie qui n'est qu'un moyen d'échange, qu'on ne peut pas épargner, qu'on ne peut pas thésauriser, c'est-à-dire le garder pour soi pour le dépenser plus tard, eh bien c'est une bonne chose parce que ça accélère la vitesse de circulation de la monnaie et donc ça accélère aussi les échanges et donc ça dynamise l'économie locale. Et en plus, c'est une monnaie qui ne peut pas sortir du territoire, elle peut ni aller dans les banques, ni être dépensée ailleurs, donc forcément c'est a priori profitable pour le territoire. Uzès n'est pas la seule à se lancer sur cette voie de la monnaie locale. Nîmes a sauté le pas en 2018 avec ses crocos et Leiga devrait voir le jour en octobre en Cévennes. Voilà, on poursuit ce JT des territoires qui a été réalisé pour cette partie-là avec le réseau Via Télévision et les télévisions locales de France, nos partenaires. Tout de suite, c'est les unes de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. Tout de suite. Bonjour Saveria, on commence avec la une du Courrier de l'Ouest et c'est la nouvelle polémique sur le glyphosate, qu'il ne serait pas si dangereux que ça. Pierre Médevielle, un sénateur centriste, affirme dans une interview que le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge. Hier sur notre plateau, il dit avoir été piégé par le journaliste de la Dépêche du Midi. Le rapport dont il est le co-auteur doit être dévoilé ce jeudi. Une affaire qui jette en tout cas le trouble sur les comportements et les méthodes des lobbies, notamment au Parlement. Monsanto est également accusé d'avoir fiché plus de 200 personnalités. Des plaintes sont en cours. Voilà, à la une de Ouest France, dont la rédaction est dirigée par François-Xavier Lefranc, c'est le fichage Monsanto et Bayer qui s'explique à ce propos. Bayer s'explique et s'excuse. Benoît Rabiot, le président du groupe pharmaceutique, dément avoir été au courant des méthodes de fichage employées par Monsanto. Monsanto qui a depuis été racheté par le groupe allemand. Plusieurs plaintes ont été déposées la semaine dernière après la révélation du scandale, notamment par des journalistes fichés dans ce listing. La justice a ouvert une enquête. Et puis parallèlement, on a appris ce matin l'amende infligée à la firme par la justice américaine dans le procès du Roundup. 2 milliards d'euros, c'est de très loin la plus lourde amende jamais infligée dans ce type d'affaires. À la une de la Marseillaise, c'est Jean-Claude Gaudin qui est au pied du mur ce matin. Une pétition en faveur du logement à Marseille a obtenu 10 000 signatures. Un rassemblement a eu lieu hier à 17h devant la préfecture pour obtenir des pouvoirs publics des garanties pour les déloger. Au-delà du symbole, ce seuil de 10 000 signataires permet de demander, d'obtenir l'ouverture d'un débat public lors de la prochaine séance du Conseil municipal de Marseille. Avec cette pétition, les collectifs de délogés cherchent donc à garantir l'inscription de cette charte à l'ordre du jour du Conseil municipal du 17 juin. À la une de la Dépêche du Midi, dans le repère des frères Klein. Les frères Klein qui ont été ciblés par un tir de drone en Syrie ont animé la mouvance de l'islam radical en France et en Belgique depuis le début des années 2000. 3 mois après leur décès, des journalistes sont allés à Raqqa sur leurs traces. Ils ont notamment pu visiter le logement où ils résidaient, où les frères se cachaient. Dans une vidéo récente de Daesh, le chef de l'organisation, Abou Bdak al-Baghdadi, rendait hommage justement aux djihadistes toulousains. Et puis on termine avec Sud-Ouest, dont la rédaction est dirigée par Jean-Pierre Dorian. Y a-t-il trop de jours fériés? Bonne question.
11 jours fériés, c'est ce dont bénéficient les Français chaque année. Est-ce que c'est trop ? La suppression de l'un de ces jours refait régulièrement surface dans le débat public. Notre économie aurait-elle à y gagner ? Pour l'historienne Jacqueline Lalouette, le sujet en tout cas est politiquement sensible. La suppression d'un jour férié pose la question de la mémoire, de l'héritage religieux, mais aussi du poids de l'industrie touristique pour financer la dépendance. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a évoqué la possibilité de supprimer un nouveau jour férié sur le modèle du lundi de Pentecôte. Le débat est donc ouvert. Merci Savin. On vous retrouve pour l'actualité sénatoriale en fin d'édition. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Sébastien Fournier, Denis Caro sont avec moi. Bonjour Sébastien Fournier, vous dirigez Objectif Métropole de France. Avec vous, on va parler d'Air France, 465 postes supprimés, des lignes abandonnées, des aéroports français impactés. C'est d'ailleurs la une de Objectif Métropole de France, cet bel avion qui décolle, on verra tout à l'heure. Et puis Denis Caro, avec vous, on parlera évidemment du Festival de Cannes qui ouvre ses portes ce soir avec une édition spéciale, magnifique d'ailleurs, de Var Matin. Très belle maquette avec une grande interview exclusive d'Alain Delon, à qui on remettra une palme d'honneur cette semaine, en fin de semaine. Et puis, avec vous, avant tout, on va parler, car c'est important, et la France est en deuil. Le président lui-même américain, Donald Trump, a estimé donc, que les Français avaient fait un super boulot en libérant ses otages, dont une américaine, dans le nord du Burkina Faso, au prix de la mort de ces 2 militaires français. Je le disais, notre pays est en deuil. La France va d'ailleurs leur rendre hommage ce matin, un hommage national. Ce sont 2 commandos marines, je rappelle leurs noms, qui sont sur toutes nos lèvres ce matin, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Ils seront donc, leurs corps seront dans la cour d'honneur des Invalides, en présence d'Emmanuel Macron pour donc un hommage national. Je m'adresse à celui qui est également le patron de Var Matin. Saint-Mandrier-sur-Mer, ça se trouve dans le Var, c'est le centre d'entraînement des nageurs de combat de la marine française. Est-ce qu'on les connaît, ces super-héros à Saint-Mandrier ? On les voit ? Est-ce que les habitants les côtoient ? Comment ça se passe sur place ? Alors, bien évidemment, la base de Saint-Mandrier, par définition, n'est pas ouverte, mais Saint-Mandrier, c'est une petite commune, c'est une presqu'île au sud de Toulon. On vit avec les militaires, on les côtoie, et même si on n'entre pas dans la base, qui est aussi un centre de formation, donc qui voit passer beaucoup de militaires pendant l'année, on vit avec les soldats, avec les militaires, et c'est vrai que l'émotion est extrêmement forte à Saint-Mandrier, où évidemment, l'hommage national rendu aux Invalides sera extrêmement suivi ce matin. Il y a des bouquets de fleurs devant l'entrée de la base. Les drapeaux de la ville sont en berne. Ici, la base, c'est une fierté. C'est une fierté. Et aujourd'hui, tout le monde salue les 2 héros. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des héros, les militaires, les soldats du commando Hubert, qui est installé depuis 1953 à Saint-Mandrier. Ce sont des héros, ce sont des gens qui sont confrontés en permanence au risque. Et ce risque, on l'a vu en fin de semaine. Ils savent qu'ils doivent pouvoir en assumer les conséquences. Voilà, on a vu que tout le spectre, tout le milieu politique français avait salué le courage, l'engagement de ces hommes. Sébastien Fournier. Oui. Et je crois qu'il faut leur rendre hommage. Aujourd'hui, il faut que la France soit rassemblée, s'élève, leur rendre... Franchement, alors les réseaux sociaux, là, tout le monde est unanime. Je disais tout à l'heure, la France est en deuil. Absolument. En deuil de ces 2 garçons, de ces 2 militaires. C'est un moment important pour la France, pour la nation, se rassembler, s'élever. Le président de la République avait parlé lors de l'hommage qui avait été rendu pour le colonel Beltrame, de transcendance. Vous savez, ce sens du sacrifice. Donner, perdre sa vie au prix des autres. Je pense que c'est important de saluer la mémoire de ces 2 soldats et aussi afficher notre solidarité envers les familles. Voilà, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello qui sont tous les donc honorés tous les 2 dans la cour d'honneur des Invalides en présence du président Emmanuel Macron tout à l'heure à 10h30. On va parler d'un tout autre sujet, Air France, où des postes sont supprimés, des lignes abandonnées, des aéroports impactés, voire menacés. Oui. C'est à la une d'Objectif Métropole de France également. Oui, 460 emplois donc, qui sont menacés chez Air France. L'objectif, c'est évidemment de réduire des lignes.
des lignes aériennes sur le marché domestique. C'est des lignes de la province à Paris, mais aussi des transversales, de province à province. Certains élus sont mécontents parce que des lignes qui sont menacées, notamment Paris-Quimper, ces 3 liaisons aériennes aujourd'hui assurées par Air France, sa filiale HOP, cette liaison risque de fermer. 189 millions d'euros de pertes sur le réseau intérieur l'année dernière. Oui. 189 millions contre d'euros. 96 millions en 2017. Donc c'est le double de pertes. Sur le marché domestique, Air France perd beaucoup, effectivement. C'est quoi, le train? C'est le train, c'est la ligne de grande vitesse et c'est aussi la concurrence du low cost qui est très très présent. Les compagnies qui sont très présentes dans les bases de province, à Nice, à Bordeaux, pas à Bordeaux, à Toulouse, un peu partout. Et le cas de Quimper est intéressant parce que cette desserte doit faire l'objet normalement d'une obligation de service public, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, les collectivités locales, l'État, vont effectivement financer le maintien de la ligne. Alors, est-ce que la ligne va fermer, pas fermer? Là, je crois qu'il y a un peu cafouillage sur la ligne. Donc Air France, qui va supprimer autant de postes quand même. Oui, mais on ne comprend pas, 465 postes, je regardais, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Par rapport au personnel au sol, en tout cas. Oui, la masse salariale d'Air France est quand même c'est importante. Mais 460, c'est surtout donc les bases, on le sait, c'est les bases en province. C'est surtout 15% de réduction. C'est ce que l'aéroport il y a des liaisons affectées, par exemple Montpellier, la liaison avec Nantes. Exactement. Montpellier-Nantes, alors il y a des inquiétudes aussi du côté de Montpellier. Le maire Philippe Sorel s'inquiète un peu. Pareil pour Joanna Roland. C'est quand même ces transversales sont très importantes pour désenclaver les territoires, parce que c'est vrai que le centralisme parisien, où on doit passer par Paris impérativement, parce que tout se décide à Paris, on doit un peu sortir de cela et développer au maximum les lignes qui existent, cela dit, développer les lignes de province à province. Voilà, on va quand même décoller pour Cannes et son festival avec Denis Caro. Vous dirigez les rédactions de Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin. Var Matin fait un spécial festival. Alors, j'allais dire, c'est un festival. La maquette est superbe. Il y a cette palme d'or là qui accroche chaque page. On le voit. C'est Alain Delon, évidemment, qui est en ouverture, en une de cette édition spéciale, puisqu'il vous a accordé une interview exclusive. Il adore Nice. Il a été d'ailleurs propriétaire de restaurant. Il a vécu à Nice. On va en parler dans un instant. Parlez-nous de ce festival d'une manière générale, très éclectique et d'ailleurs assez brillant cette année. Oui, le festival l'année dernière avait été jugé un peu terne en raison notamment de l'absence des Américains. Là, Hollywood est de retour à Cannes cette année. Il y a du lourd. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Tarantino, Stallone qui revient pour Rambo 5. Donc il va y avoir du spectacle, il va y avoir des vrais stars. D'ailleurs en photo dans l'édition. Oui, et c'est vrai que le festival, bien évidemment, pour Nice Matin et Var Matin, c'est un moment extrêmement fort. C'est juste le plus gros festival au monde. Donc on déploie, on constitue une équipe spécifique pour le festival. On lance ce matin avec 32 pages dans Var Matin et Nice Matin. Et tous les jours, c'est un supplément de 16 pages où on raconte tout ce qui se passe à Cannes tout au long de la journée et visiblement cette année on aura vraiment du grain à moudre et beaucoup de belles histoires. Il y a déjà des polémiques avec la polémique autour de Delon. Enfin tous les ingrédients sont réussis pour que ce soit un grand festival. Alors il y a dans Ouest France, là j'ai vu tout à l'heure dans la revue de presse, c'est pas une polémique mais il y a quand même une petite interrogation dans ce journal, à la une d'ailleurs. Ouest France dit à Cannes toujours les mêmes réalisateurs dans la sélection. C'est vrai ou pas? C'est toujours les mêmes qui reviennent? Alors c'est un peu vrai mais ça fait partie. Il y a des fondamentaux. Tarantino, il est aimé par Cannes. Tarantino, il est aimé par Cannes, mais là, il revient 25 ans après la Palme d'Or de Pulp Fiction. Ça reste une icône et ça serait dommage que Cannes se prive de grands noms comme Tarantino. Alors, grand nom s'il en est, Alain Delon. Alain Delon et le festival. C'est une longue histoire d'ailleurs, parce qu'il a quasi démarré sa carrière là-bas. Oui, il a été longtemps fâché avec le festival. Oui. Il avait expliqué qu'il ne remettrait plus les pieds sur le tapis rouge. Et puis là, le tapis rouge
bouche se déplie et se déploie pour lui. Et il nous l'explique dans une interview exclusive qu'on développe sur 4 pages. Il est finalement très fier de l'hommage qui va lui être rendu dimanche à Cannes, de cette palme d'honneur. Et c'est vrai, c'est Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, qui nous l'a expliqué dans une interview il y a quelques jours. Alain Delon, c'est juste un des plus grands acteurs du monde. Et cet hommage, il est totalement mérité. Pas de trace de la polémique là, des associations américaines LGBT qui considèrent qu'il ne fallait pas remettre de palme d'or à Alain Delon à cause de ses propos qu'il tient souvent. On a vaguement fait 3 lignes, mais c'est juste ridicule. Alain Delon s'exprime sur les femmes dans l'interview avec des mots qui sont forts, qui sont beaux. Pour lui. Elles sont tout pour lui. Elles sont tout pour lui. Il explique ce qu'il leur doit. Et effectivement, cette polémique, ça fait partie de Cannes aussi, bien évidemment, hein, mais je pense que ça sera rapidement oublié. Un petit mot, alors il adore Nice. Hein, vous êtes patron de Nice Matin, il a eu un restaurant, la Camargue à Nice, un restaurant boîte de nuit, il y a vécu. Oui, alors il revient sur cet épisode et sur cette période-là. C'était au début des années 60 et effectivement, il était niçois, il avait un bistrot-restaurant. Donc il nous donne tous les détails et c'est franchement très, très marrant. Merci Denis Caro. Donc ce numéro spécial de Var Matin, un spécial Festival de Cannes, vous serez évidemment présent et vous reviendrez nous parler de Cannes et de ce qui s'y passe. Évidemment, ça va durer 2 semaines, 15 jours. Voilà, merci à vous. On regarde ensemble, messieurs, la météo des territoires de Villemot, le temps qu'il fait en France. Alors là, c'est du beau temps, du beau temps, du beau temps. Du côté de Cannes, ça devrait plaire, ça. On regarde ça ensemble, on se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est Benoît Hamon, tête de liste Génération aux Européennes, qui sera notre invité politique dans Territoire d'Info. Tout de suite, on va aller se rendre du côté du reste du monde, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde avec notre partenaire TV5 Monde. Et nous revenons sur le président américain, Donald Trump, qui a estimé donc hier que les Français avaient fait un super boulot en libérant les otages, dont une américaine, vous le savez, dans le nord du Burkina Faso, au prix de la mort de ces 2 militaires français auxquels on rendra hommage ce matin à partir de 10h30 aux Invalides. On regarde cela ensemble. On se retrouve après avec l'invité politique. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Les Français ont fait un très bon travail et nous l'apprécions énormément. Je leur ai déjà communiqué mon sentiment. Nous avons travaillé avec eux au niveau des renseignements. Et nous avons été en mesure de récupérer cette personne. Et nous remercions beaucoup les Français. Excellent travail. Libéré en même temps que les 3 autres, on ne sait absolument rien de l'ex-otage américaine. Washington se refuse à tout commentaire la concernant. Elle aurait été rapatriée de son côté. Selon la chaîne américaine ABC, il s'agirait d'une touriste d'une 60aine d'années qui voyageait avec l'ex-otage sud-coréenne. Ce mardi matin, le convoi funéraire franchira la Seine une dernière fois. Un dernier salut public aux 2 militaires français avant l'hommage national dans la cour des Invalides. Près de 5 ans après les faits, les proches d'Eric Garner estiment que la police new-yorkaise doit encore rendre des comptes. Nous avons tous vu la vidéo. On s'est tous assis et on l'a vu se faire tuer.
non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle mondiale. Nous l'avons vu. Et ils continuent de faire des combines. Ils ont essayé d'annuler ce procès jusqu'au dernier moment. Cette vidéo, elle est devenue le symbole aux États-Unis des violences policières. On y voit Eric Garner interpellé, puis étouffé par des policiers new-yorkais. L'homme lâche dans un souffle: je ne peux pas respirer. Voilà maintenant près de 4 ans que l'usine Senchim est officiellement fermée à Tiaroy, près de Dakar. Fermée, mais avec 500 tonnes de déchets toxiques stockés à ciel ouvert dans ce quartier, la fabrique de produits phytosanitaires n'en reste pas moins nocive encore aujourd'hui. Mariana Silla a 77 ans, elle vit depuis 3 décennies à côté de l'usine. Et parler est devenu un calvaire pour elle. En quelques années, elle a subi une ablation de son larynx. Elle a aussi dû faire face à des problèmes respiratoires et de thyroïde qui l'obligent à prendre en permanence des médicaments. Cette Jupiler, elle a coûté 2,50 €, soit approximativement le même prix qu'en France et aux Pays-Bas. Mais entre 2009 et 2016, cette bière a coûté 20% plus cher que chez nos voisins, incompréhensible pour ses clients bruxellois. La Jupiler, c'est notre culture à nous, et je trouve ça dommage qu'elle soit plus chère chez nous qu'à l'étranger.